Alors, pour ma part, j'ai invité une de nos résidentes. Elle va, elle, vous parler de la vraie vie du résident en médecine interne. Moi, je vais vous parler en général de la médecine interne, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai fait mon résident. Donc, elle est en route. Moi, je vais commencer. Et vous pouvez lui poser des questions directement à elle, parce qu'elle, elle va vous parler de son vécu à elle, maintenant comme étant résidente, parce que les choses ont changé depuis mon parcours à son parcours. Ok. Alors, médecine interne à la croisée des spécialités. Oui. Je pense que vous avez tous une idée à la médecine interne, elle englobe beaucoup de choses. Beaucoup de pathologies, l'atteinte de plusieurs organes. On peut s'occuper de maladies rhumatismales, de maladies cardiaques, de maladies endocriniennes, de maladies auto-immunes, de maladies rares, de maladies de diagnostic difficile. On peut même faire le relais avec nos collègues pédiatres, n'est-ce pas? Donc eux, ils font le diagnostic à l'âge pédiatrique et nous, ils nous font le relais en âge adulte. On travaille beaucoup avec nos collègues réanimateurs lorsque nous avons une acidocétose, nous avons des comas, lorsque nous avons des états de choc, même sur les maladies systémiques. Alors, ce que vous aimez dans votre spécialité, ok, le challenge. Retrouver le diagnostic que personne n'a retrouvé. Oui, c'est comme Dr House. Je ne sais pas si vous connaissez Dr House ou pas. Oui? Ouais. Le challenge. Donc ce matin, je viens de terminer ma consultation, juste pour l'anecdote. Donc on m'envoie une patiente qu'on me dit qu'elle est sclérodermique. Je m'occupe de la sclérodermie, je regarde, il n'y a pas de signe clinique de sclérodermie. Je regarde ce qu'ils ont fait auparavant. Ils ont fait tout un bilan immunologique zéro. Bilan rhumatismal zéro. On la traite pour quelque chose qui n'est pas une maladie systémique. Je regarde 2-3 fois le bilan négatif, les bilans biologiques, il n'y a pas grand-chose. Par contre, lorsque je revois l'histoire, parce qu'un bon interniste ou un bon clinicien doit savoir retrouver la traçabilité, c'est-à-dire l'interrogatoire est très important. Et des fois, on est obligé d'aller voir vers l'enfance carrément. Lorsque je revois le dossier, je trouve un EMG où on parle de polyneuropathie sensitivo-motrice. Je retrouve une atteinte pulmonaire, et je retrouve des diarrhées. Les diarrhées, pas grand-chose, mais la neuropathie. En fait, ce qui est frappant chez la patiente, c'est l'handicap. Elle a des mains qui sont rétractées en flexion. Ils ont pensé que ça peut être une sclérodermie. Oui, mais la peau, nickel. Le bilan immunologique, pas de signe en faveur. Par contre, la polyneuropathie, elle peut garder en séquelles. Je descends voir ma collègue, et c'est bien de toujours parler entre collègues. Il ne faut pas hésiter à demander l'avis des collègues. C'est très important. Je descends donc parler avec ma collègue neurologue. Elle me dit, je lui explique le cas, je lui dis, est-ce que pour vous, la neuropathie pourrait expliquer? Elle descend, elle examine, elle remonte. Elle me dit, oui, probablement. Peut-être que c'est des séquelles de polyneuropathie, polyradiculonéphrite, parce que la patiente a été hospitalisée. Elle a repris, en fait. Moi, je n'ai pas pris le temps beaucoup de voir sur le plan neurologique, mais elle m'a dit que l'installation s'était donc défiée vers le centre du corps. Elle va la retracer, elle a dit, et c'est probablement sa polyneuropathie qui pourrait expliquer cette rétraction en flexion. En fait, elle a répondu au traitement, mais elle a gardé la séquelle. Vous voyez, on est passé d'une maladie auto-immune. Elle a fait le tour de plusieurs médecins depuis 2-3 ans. Donc, si j'ai vu les bilans, c'est depuis 2019-2020. Vous voyez, 3-4 ans, le rhumato, le neuro, le dermato, l'interniste, pour enfin dire probablement. Après, pour le poumon, j'ai redemandé d'autres explorations. Donc, vous voyez, le patient, il peut faire beaucoup de chemin. Mais si on parle entre collègues, il se peut que le patient n'est pas sur le bon chemin. Il faut bien aussi tracer le chemin et bien cadrer donc, le chemin vers les patients. Alors, pour moi, ce sera challenge, challenge, challenge. Pour retrouver le diagnostic que personne n'a retrouvé. C'est ça. Et aussi, ce que j'aime aussi, c'est rendre le sourire aux patients. Lorsque vous diagnostiquez quelque chose, et parce que les patients, ça tourne des fois pendant des années, on ne trouve pas. Et lorsqu'on retrouve, c'est important, ça rassure le patient qu'on est tchris. Il faut savoir aussi parler aux patients de c'est très challengeant, je vous assure, et rendre le sourire aux patients, le traiter. Et des fois, le traitement, ce qui est dur, c'est il faut parler toujours. Donc, ce qui est important des fois, alors, ce qui est important aussi, ce qui est challengeant aussi, c'est lorsque vous rendez le service au patient, lorsque vous le traitez. Il faut toujours préparer le patient, on doit être patient.
Le patient doit être patient, mais il faut lui expliquer sur le plan psychologique. Après quelques mois, après quelques semaines, peut-être qu'on aura un diagnostic. Et ce qui est bien des fois, lorsqu'on traite le patient, on rend le sourire, et des fois l'amélioration n'est pas spectaculaire tout de suite. Tellement on insiste, il faut être patient. Après 6 mois, 1 an, je trouve le patient, l'évolution, elle est super. Et c'est très gratifiant. Alors, votre classement, évidemment, nombre de passes chaque année. Auparavant, c'était, on allait 7-10. Dans le cas, c'est 6 à 8. 6 à 8 pour la médecine interne. Je ne sais pas pourquoi on réduit. Ça peut être 4. Après, la médecine interne, on a 3 services. Okay, le CHU, okay, l'hôpital militaire, donc il y a quelques postes. Okay, aussi l'hôpital Saint-Denis. En gros, en première année, je peux vous dire, on a 4 ou 2. Donc 10 sur 3 services. Est-ce qu'il y a une bonne formation dans votre service? Est-ce qu'elle est là ou elle n'est pas encore là? Je pense que, honnêtement, la formation dans notre service, elle a évolué beaucoup. Si je compare ma période à la période actuelle, elle a progressé. Auparavant, je peux vous dire qu'on ne faisait pas beaucoup de planchage. Planchage, c'est-à-dire qu'on a des cours pour les premières années, c'est nous qui les assurons. Parce que une première année, je vous dirais qu'il y a un objectif quand on est résident en première année, en médecine interne, là je pense dans toutes les spécialités, réussir l'examen de passage. C'est le premier objectif qui se trouve dans n'importe quelle spécialité. Là, c'est l'examen. Après, deuxième chose accessoire, c'est apprendre les habitudes du service. C'est quoi une consultation? Il y a une observation en réa, ou là en pédiatrie, ou là en chirurgie, ou là en médecine interne. Mais le premier objectif, c'est comme ça, tu l'examen de première année. Pour suivre la formation, je peux vous dire que les premières années, c'est nous qui assurons les cours. Première année, au niveau des cours ou des cas cliniques. Les années intermédiaires, ça veut dire une deuxième et cinquième année. Qu'est-ce que nous faisons au niveau des planchages? Les résidents, on leur demande chaque année, parce qu'on ne fait pas un programme pour deuxième, troisième, quatrième, cinquième. On dit 2 ou 3 modules, par exemple. On dit maladies systémiques, maladies rhumatismales, on dit un peu d'endocrine. On dit 2 à 3 modules chaque année. Donc, on est répartis, on a des seniors avec les résidents, donc 2 à 3 cours à préparer l'année. Une revue de la littérature, chaque résident il prépare, on encadre. Donc, chaque année, on a des cours de manière régulière. Ce qu'on fait aussi, on fait des cas cliniques. Je parle d'un cas clinique. On dit une visite, il y a un cas clinique qui est intéressant, mais qui a une difficulté diagnostique, ou là qui a une difficulté thérapeutique. On prend un chef de file, il est vraiment intéressant, là il est particulier ce cas, soit par la manifestation qui a inauguré les tableaux, soit par quelque chose qui n'est pas habituel, qui a déclaré la maladie, ou là il y a quelque chose, on ne connaît pas trop comment traiter, ou là quelque chose de rare, on décide de plancher le cas. Ça veut dire le résident, avec le senior TAE, préparer le dossier. On lui donne le temps qu'il explore, il fait tous les bilans, et il va nous montrer qu'il fait. Donc le patient a l'histoire de la maladie, comment ça a débuté par un symptôme ou un syndrome, ou qui ressemble à le diagnostic, le traitement. Ce qu'on fait aussi, c'est les bibliographies. Je mets une bibliographie, on donne nos résidents, on choisit, le senior le résident, on choisit, dans chaque bouche à bien, s'il te plaît. Donc qu'est-ce qu'on fait? Une séance de bibliographie, chaque semaine, on a 2 articles. Ça veut dire qu'on choisit, on a un senior avec 2 résidents, on essaye, on rapporte des articles les plus récents, pas forcément. Il faut dire le choix de l'article, soit parce qu'on a donc un cas, le côté, on a eu des difficultés à diagnostiquer ou à difficultés à traiter. Nous choisissons, on va choisir actualité thérapeutique, neuro B7, ou la actualité de traitement maladie cœliaque, ou la actualité de traitement fait un truc. Ou là, les poser la question de la visite universitaire, parce qu'on a chaque semaine, une semaine, assieds-toi. Donc j'étais en train de leur parler de la formation. Je disais qu'on avait des cours pour les premières années, qu'on avait des planchages, qu'on avait des cas cliniques. Je suis arrivée aux bibliographies. Oui. D'accord. Donc, je vais lui passer la parole parce qu'elle est résidente chez nous. Elle va vous dire comment les choses se passent réellement. On a une bibliographie, ces 2 articles. Ça veut dire, il y a en actualité, on a un problème de diagnostic ou de traitement. De présenter pendant un quart d'heure l'article. Donc, une nouveauté ou une
mise au point, diagnostic ou la thérapeutique, telle ou telle pathologie. Ça nous permet à nous d'actualiser nos informations et surtout d'être toujours à jour. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter autre chose sur la formation? Sur la formation. Bien. Donc, j'ai parlé de la première année, de ce qui se fait sur le... qu'on fait des cas cliniques, déclenchage, des... Il faut dire que, par exemple, salam alaikum tout le monde. Donc, il y a les résidentes chez nous en médecine interne. J'ai préféré qu'elles soient avec nous parce qu'il y a les résidentes. Je suis ma assistante, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Oui, donc comme c'est elle est libre de parler. Bien sûr, oui, oui. Donc, en ce qui concerne la formation, donc, comme a dit pourtant j'étais pas présente. Donc, on a toutes les matinées qui sont consacrées à l'activité hospitalière. Donc, c'est les malades, c'est le suivi des malades, c'est les malades qui sont hospitalisés, les avis, tout ce qu'on fait. Donc, les après-midi sont consacrés c'est des soirées universitaires. Donc, au cours desquelles nous allons faire, comme a dit le professeur Lutfa, donc tous les lundis, c'est des cas cliniques. Les cas cliniques, c'est des cas qu'on a retrouvés au niveau du service. Donc, c'est des cas qui sont soi-disant, qui sont rares, qui nécessitent une discussion diagnostique. Donc, on va les faire tous les lundis. Pour les années intermédiaires, donc on a les cours des années intermédiaires qui se font tous les mardis. Chaque mardi, donc on a un penchage avec un résident. Donc pour le mercredi déjà premièrement, la matinée est consacrée à la visite universitaire. Donc au cours de laquelle donc, on va faire une visite sur tous les malades, exposer les problèmes qu'ils posent et discuter les cas avec les assistants et le professeur bien sûr. Donc, l'après-midi, elle est consacrée à la séance de bibliographie. Donc, de ce qui est des jeudis, donc on a ce qu'on appelle les séances dossiers. Donc, les séances dossiers, c'est des séances au cours desquelles donc, nous allons exposer les malades qui sont sortis, donc exposer ce qu'on a trouvé, ce qu'on a posé comme diagnostic, ce qu'on a fait comme traitement, et bien sûr l'éventualité et l'avenir du patient. Donc, qu'est-ce qu'on envisage pour le patient? Donc, on a aussi... Tu veux dire le RCP? Oui, on a aussi chaque jeudi du mois, par exemple, c'est les RCP. Donc, c'est des RCP, c'est une réunion multidisciplinaire avec plusieurs spécialités au cours desquelles on va exposer les maladies des malades qui posent un vrai problème diagnostique et thérapeutique. Donc, il y a des gens de la médecine interne, bien sûr, il y a des gens de toutes les spécialités confondues. Donc, il y a de l'anatomopathologie, il y a de la gastro, il y a de la cardio, il y a de la pneumologie, parce que vous savez tous que la médecine interne, c'est une spécialité donc, peut-être que vous l'avez dit parce que j'ai raté le début, donc qui attend, donc c'est une spécialité qui s'intéresse à tous les organes confondus, non pas un seul organe comme les autres. Comme les spécialités mono-organes, oui, le cardiologue, il va plutôt s'intéresser au cœur, le dermato à la dermatologie. En médecine interne, le patient, on le voit, on a une vue globale. Ça veut dire ça m'intéresse de voir tous les organes, comment ils sont atteints. Parce que des fois, c'est une seule pathologie qui a donné toutes les atteintes. C'est ça, si tu passes, il y a d'autres questions. Donc, est-ce que c'est une spécialité compliquée à comprendre et à cerner de sa diversité? Donc, difficile à comprendre, je dirais non. Mais difficile à cerner, je dirais oui. Alors, moi, je tiens juste à préciser. Ce qui est difficile, je pense, c'est la première année. Parce que lorsqu'on voit autant de pathologies, parce qu'on peut voir le diabète, l'HTA, les maladies systémiques, les maladies rhumatismales, les maladies rares, on est un peu, c'est-à-dire, on a peur, on appréhende. Première année, un seul objectif, réussir l'examen. De passage, c'est des cours généralement qui mettent à l'alternance, les hydratations, les hémoptysies, la consultation, les urgences. C'est vrai, c'est pardon qui se met en médecine interne, tellement de choses à faire. Vous allez apprendre avec le temps. Ne vous précipitez pas, chaque chose à son temps, et vous allez apprendre avec chaque patient tellement de choses. D'accord? C'est vrai que c'est très divers, mais on a quelques particularités. Je ne sais pas les questions qui vont venir à... Ouais, par exemple, et la pathologie la plus difficile à traiter. La pathologie la plus difficile à traiter dans le service. Donc, il n'y a pas de pathologie difficile à traiter dans le service parce que chez nous, chaque patient est un cas. Qu'est-ce qu'on prend en charge? Donc, qu'est-ce qu'on prend en charge? Donc, nous prenons les maladies systémiques, les connectivites, les vascularites. Donc, c'est des pathologies qui sont rares. Bon, il y a d'autres que vous avez sûrement entendu parler au cours de votre cursus. Mais il y a d'autres spécialités, d'autres maladies qu'on ne voit qu'en médecine interne.
Donc, c'est des... Oui, vas-y. Donc, les vascularites, donc c'est des atteintes de vaisseaux, c'est des atteintes auto-immunes. Donc, deux choses. La médecine interne, elle peut faire des trucs simples, c'est-à-dire une infection urinaire, une cétose diabétique sur une infection, une HTA secondaire. Mais nous, on a deux choses. Comme les maladies auto-immunes, hein, c'est un truc qui est purement de la médecine interne. C'est une maladie auto-immune a une production d'auto-anticorps et c'est généralement des maladies systémiques. Que veut dire le mot systémique? Ça veut dire qu'elle va atteindre plusieurs organes en même temps. Ça, c'est une particularité, c'est la spécialité. Tu vois, je vous dis les maladies systémiques en dehors de la médecine interne. Par exemple, la pathologie par une manifestation neurologique. Par exemple, un bougerologrène, il par l'atteinte neurologique. Le patient, il va se retrouver en neuro, mais dès qu'on pose le diagnostic, il va être réadressé chez nous. Alors, parce que les neurologues, ils vont savoir traiter le système nerveux, mais ils ne vont pas savoir traiter les manifestations pulmonaires, ils ne vont pas savoir traiter le syndrome sec, les yeux, les autres manifestations. C'est pour ça qu'il n'y a pas mieux qu'un interniste qui traite les maladies systémiques et auto-immunes. On a une deuxième particularité, c'est les diagnostics et les maladies rares. Et les diagnostics difficiles. Ça reste comme la petite histoire, c'est que le patient il va faire le tour de plusieurs médecins pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça reste, il y a des maladies métaboliques, les maladies de surcharge, qui est le pédiatre, donc il peut parler des maladies métaboliques et les maladies de surcharge. Ça, c'est des maladies rares, mais elles sont de diagnostic très difficiles. C'est notre particularité de trouver ce que les autres n'ont pas trouvé. Après, difficile à traiter, parce que c'est des maladies chroniques. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de progression sur le plan thérapeutique. Maintenant qu'il y a les traitements biologiques et les traitements ciblés basés sur la physiopathologie. La médecine, elle est en perpétuelle progression. Donc, de ce qui est la durée du cursus, donc notre cursus va s'étaler sur 5 ans. Donc, la première année, comme le professeur Gustavo vous a parlé, donc au cours des 4 années restantes, donc, nous allons faire ce qu'on appelle un système modulaire. Donc, on va répartir les cours en modules. Donc, ça va être des cours de maladie de système, le module de cardiologie, de pneumologie, de rhumatologie, de diabéto- et endocrinologie, de néphrologie. Donc c'est ça, avec une 5e année qui dit année optionnelle, donc au cours de laquelle nous allons faire une option en médecine interne, que ce soit une échographie ou bien une échodoppler, ou bien une fibroscopie digestive, donc l'endoscopie digestive. Juste un échodoppler, écho. Comme sur la première année. Ouais. Si tu peux rappeler ce que tu as fait toi en première année, mais qui n'a déjà allé en première année? C'était difficile parce que c'était une leçon. Hein? Je pense première année, on en a déjà parlé. Je pense que la première année, qui n'a déjà fait ailleurs? Il n'y a pas de couleur, je ne sais pas si ça... Vous m'entendez? Non. Alors, première année, qui n'a déjà première année, le premier objectif, c'est réussir à l'examen. Qu'il y ait des cours, ne vous inquiétez pas. Ah oui, je voulais, en fait, quand j'ai parlé à la dame qui m'a contactée, je ne sais pas si ils vous ont parlé des démissions. Démissions en première année. Ouais. Donc, je voulais aborder le sujet. Donc, ça rate les résidents en première année, ils démissionnent. Alors, les motifs, d'accord. Par exemple, on a choisi une spécialité, mais je ne voulais pas faire cette spécialité. Donc, je l'ai choisie parce que le classement TRI ne m'a pas permis de choisir autre chose, par exemple. Après, si j'ai choisi la médecine interne, je veux faire autre chose, des fois, ça reste. Après, c'est une chance de réussir. Il y a le nombre de postes par rapport au nombre de candidats, c'est pas. Une chance sur 4, une chance sur 5, sur 4. Donc vous avez une chance sur 4 de réussir. C'est pas sûr que vous allez réussir la deuxième. C'est pas pour vous démotiver. Qu'il y ait des gens, j'ai une fois, parce que je travaille à CETIF, on avait un résident, nous sommes à la 3e année, démission. Il a fait gynéco après. Donc c'était son choix et moi j'encourage les gens. Il est motivé, dire pourquoi pas. Je connais même une collègue qui était maxillo, c'est le 4e ou la 5e, elle a démissionné parce qu'elle n'aimait pas la chose.
Après, ça dépend de votre motivation. Après, il faut donner la chance à soi. Ne démissionnez pas vite. Prenez le temps. Lisez la spécialité, la spécialité, comment les choses se passent, et c'est quoi les points positifs, c'est quoi les points négatifs. Le point positif, par exemple, c'est que vous allez gagner de l'argent. Donc, au moins, me démissionner tout de suite. Là, je comme je la spécialité. Après quelques mois, je suis à soir. Bah oui, bah oui, bah oui. Je sais pas, vous commencez à 3 millions, 4 millions. Non, c'est 56. Hein? 56. C'est aux premières années 56. Oui. Vous voyez, 56, تكونوا chômage, بعد الله يبارك 5 millions 600. Là, نحكي لكم على les démissions parce que c'est les points négatifs aussi. C'est-à-dire il ne faut pas comparer des points positifs. Les points négatifs, c'est que les gens, ils peuvent démissionner. Et parmi les motifs, mais j'ai pris la spécialité, j'ai pas été bien classée, c'est pas grave. Hein. Si la spécialité ne vous plaît pas, il n'y a aucun problème. Hein. Si ça vous convient pas, vous n'êtes pas fait pour cette spécialité, c'est pas grave. Mais réfléchissez, je suis à soi. Hein? On va arrêter bien sûr. Quoi encore? Donc je disais que généralement en première année, c'est rare, on n'a pas eu beaucoup de démissions en médecine interne, mais on a eu quand même quelques cas. Vous pouvez démissionner, donnez-vous la chance. Après, le profil, il est fait pour être réanimateur. Il aime la chirurgie. Même il va 10 heures d'affilée au work puis opérer, c'est son bonheur de faire les choses. Les diagnostics difficiles, il adore ça. Il n'est pas fait pour ça. Il doit être dans le laboratoire, il y a histo, il y a biochimie, il y a anapath. Certains profils, c'est-à-dire il y a aussi le profil social aussi qu'il faut prendre en charge. Les femmes, quand elles sont mariées, elles ont des enfants, il y a des difficultés sur le plan social. On prend aussi les choix, ça nous dépend de ça. Vous êtes libre, mais donnez-vous la chance. Essayez. Vous ne savez jamais. Peut-être que ça va vous plaire. Elle dit que la spécialité, les belles que je démissionner. Ouais, que je t'ajoute. Donc le système de travail légal. Et généralement, juste pour rassurer, les résidents ils réussissent tous. C'est rare ou exceptionnel et un peu la première année. Il y a 2 sessions, une session normale et une session en rattrapage. Mais généralement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de stagiaires, mais à les années. Donc, il parle du système de travail et légal. Elle va vous dire. Donc, pour le système de travail, c'est chaque jour, 8h30, le staff matinal. Après, nous travaillons au service. Tu peux leur dire c'est quoi le staff? Le staff matinal, donc on va staffer les patients qu'on a les nouvelles admissions et les patients qui ont posé problème au cours de la garde. Donc, ce qu'on aura fait et les éventualités thérapeutiques à proposer pour ces patients. Donc, le staff matinal le matin, donc les décisions thérapeutiques à propos des patients. Les après-midi, donc c'est les après-midi pédagogiques. Donc, une fois le travail pédagogique terminé, on peut quitter. Donc, je suis à les astreintes, comment ils se font? C'est-à-dire l'astreinte, elle commence à quelle heure et elle se termine à quelle heure? Les astreintes, la garde, comment elle commence et à quelle heure? Et où sera la garde aussi? Est-ce qu'il y a des soucis? Pas de soucis? Est-ce qu'il y a un senior? Pas de senior? Je pense que ça les intéresse. Donc, de ce qui est des astreintes, donc les astreintes, elles se font de 8h à 16h. Donc, elles se font en binôme. Donc, c'est 2 résidents, un résident senior et un résident junior, avec un assistant, bien sûr. Donc, donc c'est les consultants, donc c'est les malades qui viennent consulter. Donc, on va faire des admissions, donc les malades qui nécessitent on va décider des admissions des patients. Bien sûr, parfois aussi, c'est des malades qu'on suit. Donc, pour les gardes, elles se font de 16h à 8h30 du matin au cours des jours de semaine. Elles sont des gardes de 24 heures au cours des week-ends. Donc, c'est des gardes binômes aussi, d'un résident senior et un résident junior. Donc, au cours des gardes, c'est le suivi des malades, plus la consultation qui est ouverte. Donc, c'est les malades qui viennent consulter la nuit. Donc, les malades, donc, ça va être un peu divers. Donc, c'est plusieurs motifs de consultation, des maladies de système, des urgences des autres spécialités, on ne va pas se mentir, des enjeux de diabétologie, de cardiologie, de gastro-entérologie. Donc, on a de tout. C'est une consultation qui est assez variée. Aussi, qu'est-ce qui
Aussi pour le système du travail, oui. Donc, il y en a. Tu peux leur dire qu'il y a l'hôpital du combien jour. d'astreintes par mois et combien de gardes par mois, ça les intéresse, je pense. Donc, nous faisons, actuellement, on est à 26 résidents, je pense. Nous faisons aux alentours de 3 à 2 gardes par mois et 2 astreintes par mois. Donc, quand même 5 fois, donc 2 astreintes et 3 gardes. Ils sont Ouais. assez nombreux, hein, les résidents chez nous, déjà 30, On est à 26. à 26. Nous avons 26 résidents en médecine interne. Oui, aussi au niveau des salles, donc les résidents vont être répartis au niveau des salles, donc d'autres qui vont être à l'hôpital du jour. L'hôpital du jour, c'est une unité d'hospitalisation journalière au cours de laquelle on va voir les patients qui ont des maladies inflammatoires et auto-immunes, qui sont candidats à des biothérapies et à des traitements immunosuppresseurs qu'on leur administre ici, à notre service. Tu peux leur dire les gestes qu'on fait en hôpital de jour? À l'hôpital du jour, donc c'est les biopsies des glandes salivaires. Nous faisons les biopsies des glandes salivaires, nous faisons les ponctions d'acide, les ponctions pleurales, les ponctions cutanées. Des fois. Biopsie de la graisse péritonéale. Ouais, des fois on fait aussi ponction de moelle. Hein. Pour certains, ils savent faire une ponction de moelle, ils savent faire une biopsie musculaire, vous voyez. Hein. Donc un médecin interniste, hein. Et donc il apprend beaucoup de petits gestes, beaucoup de petites choses, hein, qui peuvent l'aider à faire le diagnostic pour telle ou telle pathologie. Donc vous allez apprendre à faire certains gestes. Nous avons aussi des rhumatologues dans le service. Hein. Des fois, ils nous aident à faire des ponctions éco-guidées ou là, sans échographie. Des fois aussi, il y a certains seniors qui font la PBH, hein, la ponction biopsie hépatique. Aussi, madame, la salle d'exploration, Oui, pour lesquelles nous faisons les échocardiographies et vous faites les phodoplaires pour les patients hospitalisés en éducation. Et l'endoscopie aussi. Et l'endoscopie digestive. Et l'écho-abdominale, c'est des fois. L'ambiance du service. Donc vas-y, hein, je te dis ce que tu as envie de dire. C'est une ambiance conviviale, donc on est comme toute une famille, donc il n'y a pas de conflit. Là, nos assistants ils sont bien avec nous, ils nous encadrent, on est bien entourés. En gros, on a 3 à 4 résidents par salle, ça veut dire qu'on a 6 salles. Et le résident, il est réparti, donc côté homme, côté femme, pareil. Par exemple, le lit 1 côté homme, le lit 1 côté femme. C'est le même senior. Hein. Les seniors, on est entre 2 à 3 seniors par salle. Vous voyez, des fois, on est plus nombreux que les malades en salle. Donc, question, je pense, encadrement, on n'a pas de problème, je pense, là-dessus. Oui. Tu confirmes? Oui, on n'a pas de problème. Donc, les résidents ont généralement entre 2 à 3 patients. Perfect. 3 à 4? 3 à 4, oui. D'accord. Ah, vas-y, c'est toi qui... 3 à 4 des fois. Donc ça va, 3 à 4, je pense que c'est acceptable. Comment décider si cette patient est hospitalisée dans la médecine interne ou bien dans une autre spécialité? Vas-y. Là, je pourrais dire que c'est une question qui c'est la plus difficile des questions. Parce que qu'est-ce que je vais vous dire? Il y a des gens qui sont des praticiens de santé qui ne savent pas ce que c'est que la médecine interne. Donc pour eux, malheureusement, je connais des médecins, des résidents, donc pour eux, la médecine interne c'est quoi? C'est la gériatrie. Donc c'est toute personne qui est tarée, qui est polycompliquée, donc ça relève de la médecine interne, alors que c'est pas faux, mais c'est pas juste aussi. Donc comment décider si un patient est hospitalisé en médecine interne? Donc je dirais que toutes les maladies inflammatoires et les maladies auto-immunes en poussée sont des malades à hospitaliser en médecine interne, bien sûr. Parce que si nous ne les prenons pas, nous, personne ne les prendra. Un lupus, si c'est une néphropathie lupique par exemple, il y a un néphrologue qui peut les prendre en charge. Mais si c'est un lupus systémique, il n'y a pas un autre service qui peut les prendre. Donc c'est impératif, c'est nous qui les prenons. Les maladies systémiques, c'est nous, c'est pas quelqu'un d'autre. Ben, déjà, un pied diabétique, il est endocrino, il est infectieux. Un malade, il a 2 pathologies ou 2 atteintes d'organes. S'il y a un problème pulmonaire, par exemple, et un problème rénal, ou la pulmonaire et cardiaque, il va être balancé. Le cardio, il le pulmonaire, et il atterrit généralement chez nous. Surtout s'il a 2 problèmes en même temps, parce qu'au moins ils sont mono-spécialisés.
C'est-à-dire qu'il chaufferait le poumon, chaufferait l'œil, chaufferait le truc. S'il a un problème avec 2 ou 3 organes, généralement c'est nous qui les prenons. Les maladies systémiques, c'est nous. Donc les diagnostics difficiles aussi, c'est nous. Après, ça dépend. Des fois, on peut admettre un patient raté tellement. Je ne sais pas, par exemple, les hémorragies digestives, ils n'ont pas de place sur la route, il n'y a pas de problème. Maintenant, on sait traiter une hémorragie digestive, il n'y a aucun problème. La gastro touche la place, on peut prendre une malade. L'embolie, par exemple, pulmonaire, elle peut être prise en charge soit la cardio, soit les urgences. Des fois, on les prend. Vous voyez qu'il y a des choses, c'est nous qui devons, c'est impératif que nous prenons. Qu'il y a des choses, ça dépend. Avec une hépatopathie chronique auto-immune. Ça peut être la gastro, comme ça peut être une décompensation œdématoacétique sur une cirrhose. Ça peut être la gastro, comme ça peut être nous. C'est d'abord eux. Et s'ils ne peuvent pas, nous pouvons, il n'y a aucun problème. Hein, il faut toujours avoir l'esprit large. Hein, ne pas refuser le patient juste parce que bon, je ne veux pas. Il faut, parce qu'il faut prendre en charge le patient. Parce qu'ils mettent des chaînes, on met des chaînes, le patient va payer. Attention. La pathologie la plus fréquente. Maladie systémique. Oui. C'est la plus fréquente. Oui, c'est le lupus. Oui, tu l'entends. C'est le lupus, la pathologie la plus fréquente. Les maladies auto-immunes. C'est une maladie auto-immune, non spécifique dans le cas. La plus fréquente, on a le lupus. On peut avoir d'autres maladies systémiques qui ont la sclérodermie. Je vous la sarcoïdose, on a les vascularites qui ont la maladie de Besset, c'est quelque chose de très, très fréquent parce que c'est le pourtour méditerranéen. On a la sarcoïdose, on a le bouche rouge aux graines, la polyarthrite rhumatoïde, mais c'est beaucoup plus les rhumatos. Ça, je fais on a le service de rhumato. Donc, c'est bien d'avoir d'autres spécialistes dans le service parce qu'ils nous aident. Les maladies rhumatismales, si ça coince, on peut prendre un ampleur rapide, ils nous aident. Après, les myosites aussi. Oui, les dermatomyosites. Donc, ils peuvent se trouver chez nous. Donc, on a les vascularites, les maladies systémiques. Ce qui est fréquent au côté homme, malheureusement, c'est les pieds diabétiques. Alors, le pied diabétique, je veux juste dire un mot. Les deux cas, la procédure, donc le ministère, parce que c'est un problème de santé publique. Je pense que vous savez très bien, le pied diabétique, personne n'en veut. Personne n'en veut du pied diabétique. Donc, majoritairement, du côté homme, c'est les pieds diabétiques, c'est les soins, c'est les amputations. Et maintenant, le ministère, il y a tout un programme. Et ils vont créer des unités de diabétologie et de pieds diabétiques dans chaque hôpital, CHU ou la EPH. D'ici quelques mois ou là, quelques années, nous ne prendrons pas, du moins les services de CHU, des médecines internes, des grands CHU, ne prendront plus les pieds diabétiques. Ils auront des unités spécialisées pour le pied diabétique. Parce que c'est un gros souci. Mais nous en prenons jusqu'à aujourd'hui parce que personne n'en veut. Il faut bien les prendre. La spécialité avec laquelle nous travaillons le plus. Tous sans exception. Tous sans exception. Je peux qu'on ait des fois plus de dermatomyosites, enfin... Bon, non, maintenant on ne demande pas l'avis, par exemple, les dermatomyosites on connaît. Ça peut être très variable. On a beaucoup de recours à eux parce qu'on est... Oui, parce que par exemple les RCP, l'autre jour on a eu 2 ou 3 cas. Oui, les ophtalmos, ils butaient sur une uvulite granulomateuse avec vascularite, ils ont fait tout le bilan, ils n'ont rien trouvé. Donc ils sont venus présenter le cas. Donc ça peut être tout le monde. On travaille avec toutes les spécialités, sans aucune exception. Est-elle une bonne spécialité pour faire de l'argent? Moi, personnellement, je ne sais pas si je peux répondre à cette question parce qu'on n'a pas fait de privé. Après, si vous êtes un interniste avec option, c'est parfait. Ça veut dire, si vous connaissez à faire l'écho-cœur, c'est excellent pour votre pratique. Hein. Si vous savez faire les échos abdominales, c'est bien. Les échos thyroïdiennes, c'est bien. Si vous faites le Doppler, c'est rien de plus. Si vous faites de la capillaroscopie, c'est bien. Si vous faites de l'endoscopie, surtout si vous vous installez dans un petit patelin, ce qui est bien, et après, quand vous voulez vous installer, il faut toujours s'installer, il faut bien étudier le terrain. Sur le prochain, on a fait un endroit où il y a 20 internistes.
pas possible. Va interniste. Il faut bien réfléchir. Donc, ça a un petit patelin, parce que je me pose la question, on dit une étude du terrain. Par exemple, les chaînes il y a combien de médecins spécialistes dans la région médicale et qu'il y a combien de patients, combien de collègues qui sont en concurrence dans la région médicale. Parce que le petit patelin avec, mais quand je me fais des spécialités, vous avez une option, un homme, il les autres. Il vaut mieux que je m'installe pour place à Hadik. Ça veut dire que les patients, au lieu d'une autre région, ils vont rester qu'avec la région de Zaham. Et c'est un plus, le lien. Mais là, il y a حتى ورقة البيانات ماشي هو في عين ملينا. ولا هو في شلغوم يروح حتى ورقة البيانات ماشي يداوي. كي نحل أنا في البلاصة هذيك parce que je réponds à un besoin. D'accord. Aussi, madame, je dirais qu'au cours de notre cursus, donc l'interniste acquiert des connaissances qui lui permettent de répondre à la plupart des consultations spécialisées. Oui. Parce honnêtement, on a rarement recours à d'autres spécialistes pour traiter les motifs de consultation les plus fréquents. Généralement, on sait en prendre en charge, sauf si c'est des trucs purement non spécialisés, avec ça, on laisse la main à des collègues. Donc l'argent, il faut donc, bien choisir le terrain, là où vous voulez ouvrir, et surtout, il ne faut pas hésiter à dépenser de l'argent pour les formations. Vous investissez, il y a un retour derrière. Donc, est-ce une spécialité clinique ou paraclinique? De tout? Oui, de la Des globales. La meilleure microspécialité en médecine interne, je pense la cardiologie. Après, la médecine interne, c'est tellement vaste, on ne peut pas faire tout. C'est un message clé que je veux faire passer. On ne peut pas tout faire en médecine interne. On sait faire un peu de tout. Ça, si on veut se perfectionner de quelque chose, il faut mieux choisir un chemin. On peut faire 2-3 maladies. On peut connaître en gros des choses comme les diagnostics difficiles et les maladies systémiques. Par exemple, donc j'ai fait une thèse sur la sclérodermie systémique. Donc, à la l'Est algérien qui est conscient à une sclérodermie pathologique. Parce que je veux travailler sur cette maladie. Plus on se micro-spécialise, mieux c'est. Parce qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire par exemple l'écho-cœur, ou le Doppler, ou les thromboses, ou les maladies. Impossible. Il vaut mieux faire une chose, la maîtriser, et vous êtes référente à la maladie, que faire tout au motorsloche. Les obstacles qu'on rencontre dans le service. Oui, c'est des questions pièges. C'est toi qui arrêtes. Donc, parmi les obstacles qu'on rencontre dans le service, je pense que c'est la charge du travail. Oui, je suis libre de répondre comme tu veux, comme tu vois, comme tu sens les choses. Donc, je pense que la charge du travail est la chose la plus... Je pense que le souci en médecine interne, il y a beaucoup d'avis, ça reste. Donc, on a besoin de demander beaucoup d'exploration, beaucoup de radios, beaucoup de scanners, beaucoup. Et ça prend beaucoup de temps à nos résidents, le fait de se déplacer. Je me donne rendez-vous et c'est pesant, je comprends. Une charge psychologique, il y a une pression psychologique. Ils perdent beaucoup de temps. Quand on a les dossiers, on a les coqueurs. Donc, c'est bon, on a les coqueurs, on a le Doppler. Vous voyez, il y a eu de l'évolution et de la progression dans le service, c'est mieux. Mais ça reste obligé. Je sais pas, par exemple, on a un truc, il y a une biopsie pleurale. On a besoin, le chirurgien, il y a une biopsie de la graisse. On a besoin d'aller voir la NAPAC pour le truc. Je pense que c'est des choses à améliorer la spécialité. Ils ont du travail. C'est-à-dire médical, mais disons une radiologue, donc ça leur prend du temps et ça les embête, je comprends. Ah oui, quelques obstacles. Je pense aussi que tellement la spécialité elle est mal comprise que certains collègues ils veulent des fois se débarrasser du patient et ben allez, débrouillez-vous. Ou là, un truc qui répond pas du tout, c'est pas du tout de la médecine interne, c'est une autre spécialité. Allez, je vous envoie en médecine interne, débrouillez-vous. Dès qu'un patient pose un problème thérapeutique ou diagnostique, il nous l'envoie. Surtout thérapeutique, il nous l'envoie. Oh. Parce que des fois...
Est-ce possible de faire des formations à l'étranger pour les étudiants en Algérie? Pour les étudiants algériens, oui, c'est possible. Même durant votre cursus résident, hein. Moi, quand j'avais une collègue, une de résidente, et maintenant elle est assistante, elle travaille en France, donc elle est partie, hein. Quand vous êtes résident, vous avez le droit de formation. Bekri ma كانش من دركا كاين des textes de loi. Vous pouvez partir en stage. À ce titre, la résidente, elle est partie. Non, Constantine, je ne sais pas. Madame le résident qui est là pour les en France. Mais attends, DFMS, DFMSA ou là, c'était... non, DFMS, DFMSA, ça c'est plutôt, c'est-à-dire que vous vous inscrivez sur le site avec donc à Strasbourg pour faire... Alors le DFMS, vous pouvez faire, je pense en Algérie, ce qu'on valide, c'est un an. Vous pouvez faire en France, à l'étranger, tout le cursus. DFMSA, c'est une fois que vous avez terminé la spécialité, vous faites un an donc, de formation en France. Après, durant votre cursus, comme l'université, qui a un budget pour les résidents, ils vont au stage. Il y a pas de... Et c'est l'université qui finance. D'accord. Quel cas le plus intéressant que vous avez fait? C'est pas un cas, c'est des cas. Des centaines de cas. C'est des cas, c'est pas un cas. On peut pas. On apprend avec chaque cas. Chaque cas est très différent. Et on apprend tout le temps. Des fois, on se rappelle, il y a des patients qui sont rentrés pour un pays diabétique, chez qui on avait découvert d'autres pathologies, comme un myélome, comme un train peut en cacher un autre. Souvenez-vous de cette phrase. Il se peut que le patient, il rentre pour une chose, le problème, c'est il est clair. Il a une thrombose là. Pour vous, vous dites que c'est une thrombose artérielle sur une artériopathie, sur un patient qui fume ou sur une maladie de Léoburgé. C'est la thrombose, mais chez la maladie de Léoburgé. Une maladie de thrombophilie, un BCEP, une vascularite. Des fois, ce que vous voyez n'est pas... le diagnostic n'est pas ce que vous voyez, parce qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Je pense que tous les patients sont intéressants. Oui, oui. Le plus difficile, est-ce le suivi ou le diagnostic? Plutôt le diagnostic. Plutôt le diagnostic, parce que le grand souci, c'est le diagnostic. Une fois que vous diagnostiquez le patient en classe, c'est les recommandations aussi. Après, c'est ça. C'est-à-dire, c'est bien codifié. C'est vrai, certaines maladies ne sont pas guérissables, mais il y a une progression énorme sur le plan thérapeutique. Mais c'est plutôt le diagnostic. Le suivi de la classe, une fois que vous avez diagnostiqué, il dit que chaque 3 mois, vous ajustez le traitement, vous vérifiez les tolérances et c'est tout. Actualité en médecine interne et recherche en cours. Donc c'est une biothérapie, biologie, immunothérapie, les classifications des maladies, les critères de classification, tout est... C'est en nette progression, mais maintenant dans le cas, on touche tout par exemple une polyarthrite rhumatoïde très déformée. Avec le temps, d'ici quelques années, vous allez voir avec l'événement les biologiques et les biothérapies, ça a révolutionné la prise en charge. Les patients ne détruisent plus les articulations qui m'avaient les spondyloarthrites, vous n'allez plus voir. Donc les patients qui est soudé et qui est rétracté, avec les biothérapies, vous allez voir avec le temps, donc il y a une amélioration de ça, le dépistage, c'est-à-dire diagnostiquer tôt et traiter tôt, et les molécules kéinines. C'est une chance en Algérie que les hôpitaux et que les ministères de santé prennent en charge nos patients, parce que ça peut coûter des milliers d'euros les boîtes. En Tunisie et au Maroc, l'État ne prend pas en charge. Ça, en Algérie, c'est une chance. Alhamdulillah. Nos patients, au moins, ils peuvent bénéficier des molécules, donc les biothérapies. On a d'autres molécules en achat. Des patients qui sont entrés en rémission. Il y a aussi des patients qui sont rentrés en rémission, comme Nolupic et Lupic et tout, ils sont bien. La prise en charge, elle a beaucoup évolué. Hein. Il y a des maladies où certaines atteintes étaient mortelles, par exemple la néphropathie lupique il y a quelques années. Dans le cas, on sait bien les traiter. On sait même, dans le cas par exemple les corticoïdes, avec les taux de grosses, donc on met par exemple 1 gramme de bolus de corticoïdes. Ça, les études ont montré que 1 gramme, c'est beaucoup d'effets secondaires derrière. Donc là, c'est 500, 750. Vous voyez, donc on commence à bien maîtriser la maladie, bien maîtriser les diagnostics, bien maîtriser les traitements. Et être le moins nocif possible. C'est toujours un rapport bénéfice-risque. Essayons d'être plus bénéfique que délétère. Donc la médecine interne, est-ce un raisonnement ou bien contre une mémoire? Les deux, beaucoup plus de raisonnement, beaucoup plus de logique.
toujours être logique. Suivez la logique. La logique, donc vous y arriverez toujours. Racontez-nous une anecdote durant votre parcours. Allez, qu'est-ce que vous voulez? Ça, l'histoire, ça la passion. Ça vous suffit? Là, c'est comment qu'il m'a une petite histoire qui t'a marqué? Je fais un truc qui t'a marqué? Un diagnostic, je sais pas, un chemin qui était faux et tu as corrigé? Je te dis. Après les questions, tu t'en souviendras? Alors, واش تقولوا قولوا لنا. Alors, je tiens à préciser un truc. La médecine interne ne peut pas se substituer à un gastro-entérologue. Il ne peut pas se substituer à un endocrinologue. Impossible. Je travaille avec des collègues dans le service où ils étaient gastro. Ben, j'aime bien les écouter quand ils parlent des maladies inflammatoires, de la maladie de Crohn. Ils s'y connaissent beaucoup plus que moi. Par exemple, qui connaît en médecine interne FISTEF, il n'y a que le service de médecine interne. Il n'y a pas de gastro, il n'y a pas de rhumato, il n'y a pas d'endocrino. On était obligés d'enseigner 7 modules et d'assurer les malades à les autres services. Mais s'il y avait des services de gastro, pourquoi je me rajouterais du travail? Ne pas être les méquilles, les maladies inflammatoires, les gastro. Tout ce qui est thyroïde, tout ce qui est endocrinien, bien sûr l'endocrino. Je ne peux pas me substituer, surtout dans des trucs très pointus. Hein? Parce que pour moi, c'est impossible que je connaisse le tube digestif comme le gastro. Impossible. On travaille ensemble, en collaboration. La business system, le système en Algérie fait que qu'il y a une médecine interne holistique internal medicine. Ça veut dire que c'est un truc général. Et l'étranger, certains systèmes, surtout anglo-saxons américains, qu'est-ce qu'ils font? Ils font 3 ans de médecine interne tronc commun. En bas, soit ils se disent, je fais de holistique, c'est-à-dire de la médecine interne générale, je continue encore 2 ans au Canada par exemple, des médecines internes globales, ou là, après les 3 ans, je me spécialise. Et ou les néphrologues, parce que quand les 2 dernières années en néphro, hématologue, mais vous voyez tellement la médecine interne est importante, le système américain, c'est 3 ans de tronc commun pour tout le monde. En fait, la médecine interne pour tout le monde, c'est la base, mais ce que l'on a kiff. Les 2 dernières années, soit je suis cardio, soit je suis endocrino, soit je suis rhumato, soit je... Donc vous voyez Vous êtes médecine interne généraliste spécialisée. Oui, ça peut nous coller cette étiquette. Oui, mais c'est de la médecine générale spécialisée. Je défie quiconque qui fait le diagnostic de sclérodermie. Oui. Les malades restent 4 ans qui donnent à l'étude, 4 ans d'errance diagnostique. À je m'en ai 4 ans d'errance diagnostique. 4 ans, la maladie n'a pas été diagnostiquée. C'est durant les 5 premières années où la maladie est le plus active. Malade qui est à un stade tardif, ou sur la fibrose pulmonaire, ou sur la sclérose cutanée, ou je ne sais pas rien du tout. D'accord? Les maladies rares, quand on ne diagnostique pas tout, non? Donc un médecin généraliste ne sait pas... Non, je ne dis pas qu'un médecin complexe, non, notre but c'est bien former les médecins généralistes. Hein? Bien les former, parce que c'est le médecin généraliste qui chauffe le malade, au moins qu'il sait nous orienter, au moins qu'il chauffe un phénomène de réno, ou la des lésions cutanées de le puce, au moins il remet le puce. De toute façon, on appelle comme qu'il n'a pas refond, c'est le système, c'est les études. Depuis 2 ans, on a 3 ans, maintenant je parle de la médecine qui fait. Donc il parle les choses dispatchées. Donc là, c'est des unités d'enseignement intégrées. Ou là où il parle de la sémiologie, on parle de sémiologie clinique, où il dit le biochimiste, par exemple, l'unité cardio, il parle de la sémiologie cardio, où il dit le biochimiste, il parle de la biochimie cardio, où il dit le radiologue, il parle de la radiologie cardiaque, où il dit le physiopathe, il parle de tout ce qui est cardiaque. Donc, c'est le système d'enseignement en Algérie où les années à il va y avoir des micros, c'est-à-dire une partie où les modules de gériatrie, on va rajouter d'autres modules. La gériatrie, les maladies système, donc les choses évoluent, même en Algérie. Et globalement, tu dis cette spécialité parce qu'il y a des autres spécialités, chacun est plus compétent dans son domaine. Que pensez-vous? Comme vous avez dit, madame, il y en a un de plus, il n'y a pas de problème.
Non, on n'a aucun problème. Chauffe, par exemple, ce qui est différent, c'est un système de pays libres. Par exemple, les États-Unis ou là, qu'est-ce qui prend en charge les maladies rhumatismales là? C'est donc surtout les rhumatologues. Hein? Il peut prendre ça n'est pas ce système. Il est différent. Il fera 3 années de médecine interne, en bête, il se spécialise. Parce que le souci, par exemple, le rhumatologue, est-ce que le rhumatologue va s'intéresser à l'atteinte vasculaire de l'œil? Est-ce qu'il va s'intéresser aux signes cutanés de la maladie? Est-ce qu'il va s'intéresser à la néphropathie de pic? Non, je ne pense pas. Oui, parce que madame, je connais une patiente qui a le pic avec atteinte articulaire, donc qui n'a jamais été suivie pour une atteinte néphrologique bien repoussée, parce que son médecin traitant ne lui a jamais donné une protéinurie. Non, les spécialités, mais est-ce qu'il n'y a aucun problème? Mais est-ce qu'ils vont les prendre en charge sur le plan diagnostique et thérapeutique? Non, on peut garder que les maladies système, mais est-ce que vraiment ils sont capables? Parce que nous avons des c'est-à-dire on discute avec des collègues et ils disent non, qui me dit une telle patient, mais est-ce qu'on a un patient de pic, ça veut dire ça? Comment on a une poussée de pic, ça veut dire là. بالك le néphrologue qui a une poussée rénale يدخلها بصح عندها une autre une poussée hématologique وغينال وعندها une péricardite شكون اللي يديها عندها une péricardite pratiquement en temporaire وعندها une néphropathie rénale avec insuffisance rénale وعندها une pancytopénie شكون اللي يديها خمم l'hémato يقول لك انا نديها sur le plan hématologique بصح عندها une péricardite temporaire ما نديهاش néphrologue يقول لك اسيدي معليش نديها لا جا لا بروتينوري بصح بونسيتوبيني يضل يدوموندي في لي زافي تاع لي ماتو alors que حنا ça ne pose aucun problème qu'elle a حتى 10 à 20 aucun problème on la traitera avec une vue globaliste je fais oublier l'interniste on a une vision globale je pense que la médecine interne a encore des années à venir. Merci à vous.